Pour ma première lecture de l'année, je me suis laissée tenter par un auteur que je ne connaissais que de nom, le philosophe Alain. J'ai lu ses propos sur le bonheur, 93 courts textes regroupés pour la première fois en 1925. Ce fut une superbe découverte qui, je pense, restera longtemps avec moi. Pour en garder le plus possible, je me suis amusée à résumer la pensée d'Alain, ou du moins ce que j'en ai compris. Et en voici le résultat. Alain part d'un constat qu'il fait sur la nature humaine. Selon lui, je cite, « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Autrement dit, lorsque l'on ne fait rien, notre esprit tend vers la tristesse. Et c'est seulement grâce à une décision volontaire que nous pouvons atteindre le bonheur. Il n'y a pas, pour Alain, de caractère plutôt pessimiste ou plutôt optimiste. Tout est une question de volonté et de courage. Je cite, « Il n'y a point de mauvais lot, tout lot est bon si l'on veut le rendre bon. Il faut vouloir être heureux et y mettre du sien. » Mais nous ne sommes pas dans un mauvais livre de développement personnel. La pensée d'Alain est riche, drôle, juste. Et voici quelques-unes des idées qu'il développe. Il insiste d'abord beaucoup sur la dimension corporelle de l'homme. Nous avons tous des passions qui sont la cause de nos humeurs colériques ou tristes. Pour lui, ces humeurs négatives doivent être traitées comme le sont les maladies. D'une part, on ne doit pas leur faire confiance, c'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer qu'elles sont une expression de notre être véritable. Je cite, « Toute pensée triste doit être réputée trompeuse, il le faut parce que nous faisons du malheur naturellement dès que nous ne faisons rien. Il faut, par réflexion, deviner l'éloquence des passions et refuser d'y croire. Au lieu de dire « ce faux ami m'a toujours méprisé », dire « dans cette agitation, je vois mal, je juge mal ». D'autre part, nous devons employer tous les remèdes possibles pour les éloigner de nous. Et le grand remède pour Alain, aussi surprenant que cela puisse paraître, est la politesse. La politesse est ici entendue comme une action d'amour. En résumé, si l'on souhaite avoir une action bonne envers les autres, un des premiers devoirs est d'être poli envers eux. Et cela n'a rien à voir avec de l'hypocrisie. Ainsi, être poli, c'est ne pas parler de ses ennuis aux personnes que l'on croise lorsque l'on est triste, pour ne pas les indisposer, ou bien proposer une chaise à son interlocuteur, car bien des accès de colère viennent simplement que le corps souffre d'être resté trop longtemps debout, ou d'avoir soif. Et surtout, être poli quand on est triste, c'est faire l'effort de sourire aux autres. Pour Alain, mimer le bonheur, si on s'y emploie réellement, ne nous rend pas heureux, mais du moins cela éloigne de nous l'état de tristesse. Je cite, « Un sourire nous semble peu de chose et sans effet sur l'humeur. Aussi ne l'essayons-nous point. Mais la politesse souvent, en nous tirant un sourire et la grâce d'un salut, change tout. » Je précise qu'Alain parle ici de ces soucis minimes, de ces états de tristesse ou de colère qui sont notre lot quotidien à tous, et pas des cas plus graves comme le décès d'un proche ou une maladie, même si la philosophie du bonheur d'Alain peut aussi, je crois, nous soutenir dans ces situations. Bref, contre la tristesse, il faut faire quelque chose. La philosophie du bonheur d'Alain est donc une philosophie de l'action. Un autre point l'illustre particulièrement, c'est les propos qu'Alain tient sur l'imagination. Pour lui, l'imagination et la pensée sont les causes de la majorité de nos petits malheurs. 3 exemples. D'abord, lorsqu'on ne se sent pas bien, gamberger, se flageller, s'apitoyer sur sa propre tristesse ne font que la renforcer. L'action seule peut nous en délivrer. Deuxième exemple, lorsque l'on a peur, notamment de la mort, on s'imagine mourir de X manières différentes. On imagine le moment du trépas rempli de souffrance, et comme s'il durait des heures, on se voit sous tous les angles. En réalité, si cela doit arriver, il est probable que nous n'en ayons pas ou que peu conscience. Ici, l'imagination nous cause donc plus de souffrance que le réel ne le fera sans doute, même s'il est dramatique. Je cite, « L'imagination est pire qu'un bourreau chinois. Elle dose la peur, elle nous la fait goûter en gourmet. C'est par réflexion que naît la durée. » Et troisième exemple, même lorsque l'on imagine des choses heureuses, il ne s'agit pas d'un bonheur réel et durable. Pourquoi ? Parce que pour Alain, le bonheur réel est dans l'action, dans la réalisation d'un désir. Ici, la comparaison avec tout type de travaux, par exemple la musique, est particulièrement pertinente. On aura plus de plaisir à réellement jouer d'un instrument qu'à s'imaginer en jouer, même si ce n'est pas l'impression que l'on a au début. En effet, lorsque l'on commence à jouer d'un instrument,
C'est dur, ça sonne faux, ça n'apporte que peu de plaisir, effectivement. Mais le plaisir vient après l'effort, et il est d'autant plus vrai et durable qu'il est un signe de notre puissance, c'est un savoir-faire acquis qui accroît notre liberté. Je cite, « On dit que le bonheur nous fuit toujours. Cela est vrai du bonheur reçu, parce qu'il n'y a point de bonheur reçu. Mais le bonheur que l'on se fait ne trompe point. C'est apprendre, et l'on apprend toujours plus. Le signe du progrès véritable en toute action est le plaisir qu'on sait y prendre. D'où l'on voit que le travail est la seule chose délicieuse et qui suffit. » Alain considère donc qu'un travail libre est la clé du bonheur. Mais même des tâches basiques peuvent soulager nos maux car elles nous donnent une occupation, elles nous éloignent de nos pensées, de notre imagination. Vous l'avez sans doute expérimenté, mais il est rare d'être triste lorsque l'on est entièrement consacré à une mission précise. Et ce qui est vrai pour l'apprentissage d'un instrument est vrai aussi pour le bonheur. Lorsque l'on désire le bonheur, cela nécessite de se donner les moyens de l'atteindre. Il y a un effort à faire, une décision à prendre. Attention, encore une fois, Alain ne dit pas que cela est facile, d'être heureux, de lutter contre ces états de tristesse. Il assure même que c'est une chose difficile. Mais il estime aussi que c'est un devoir. Je cite, « Il n'est pas difficile d'être malheureux. Ce qui est difficile, c'est d'être heureux. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'essayer. » Venons-en donc à la notion de devoir. C'est pour moi là que la pensée d'Alain, déjà très intéressante et pertinente, gagne encore en richesse. Car une philosophie qui estime, et Alain le fait explicitement, que le bonheur est un devoir, est, il me semble, une philosophie éthique, une philosophie politique, et pas seulement un mantra individuel de développement personnel. Pour Alain, beaucoup des guerres sont en effet causées par des personnages qui ne sont pas heureux ou qui refusent de l'être. Par des personnages qui, notamment car ils sont riches et donc non contraints au travail, s'ennuient. Or, on l'a dit, pour Alain, l'ennui mène à la tristesse et l'action seule, dont procède le travail, mène au bonheur. Se jurer d'être heureux, s'y employer, c'est faire un pas vers la paix. Je cite, « Il n'y a de redoutable au monde que l'homme qui s'ennuie. La guerre est toujours à craindre et peut toujours être évitée. » Et de manière plus large, le bonheur se conçoit avec l'autre. D'ailleurs, si je me préoccupe de l'autre et de son bien-être, si je suis charitable, je souhaite son bonheur. Et quel meilleur moyen d'atteindre ce bonheur qu'en étant moi-même heureux, en souriant, même si mon sourire est d'abord forcé, et en répandant ainsi la joie. Pour résumer, les conseils d'Alain pour être heureux seraient les suivants. Être poli, selon la définition qu'en a Alain, vivre dans l'instant présent, et surtout, faire un pacte avec soi-même et décider d'être heureux. Dans les situations de la vie qui sont moins confortables, irritantes, fatigantes, prendre son courage à deux mains et décider de voir les choses sous l'angle de la joie. Faire du bonheur une gymnastique, en somme. Travailler jusqu'à atteindre une forme de grâce. Je cite, « Tout se tient contre les petits mots de la vie, ne point les raconter, les étaler ni les grossir. Être bon avec les autres et avec soi. Les aider à vivre, s'aider soi-même à vivre. Voilà la vraie charité. La bonté et joie, l'amour et joie. » Je conclurai par une parenthèse. Alain n'était pas croyant, et il mentionne d'ailleurs à plusieurs reprises son antipathie pour le catholicisme, en particulier pour souligner à quel point cette religion a selon lui eu un effet néfaste sur notre conception du bonheur. Pourtant, et c'est aussi sans doute car l'Église a évolué depuis son époque, j'ai retrouvé dans ses propos beaucoup de similitudes avec ce que je comprends des évangiles. En premier, c'est un parallèle qu'Alain fait lui-même, en citant la parabole du semeur. On pourrait reprendre également la parabole des talents. Je cite, « À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. » Matthieu chapitre 25, verset 29. Celui qui croit, qui aime, croira et aimera davantage. Celui qui ne croit pas risquera de s'éloigner toujours plus de Dieu et donc du bonheur. De la même manière pour Alain, celui qui décide d'être heureux aura de plus en plus de facilité à être dans la joie, à force de travailler sur lui, alors que celui qui rumine ses malheurs ne fera qu'entretenir cet état.
Mais au-delà de ce point précis, ce qui m'a surtout marqué, c'est la quasi-omniprésence de la joie dans le texte. Le bonheur pour Alain, c'est la joie. Et c'est, comme le message du Christ l'est pour les chrétiens, une joie non pas passagère, mais une joie durable et résistante aux épreuves. Une joie qui ne dépend pas du temps qu'il fait ou des cadeaux que l'on reçoit, mais une joie qui préexiste, une joie que l'on ne peut pas perdre quoi qu'il arrive. Saint Paul écrivait « Soyez toujours dans la joie, rendez grâce en toutes circonstances ». Alain écrit « Quelque étrange que cela paraisse d'abord, il faut jurer d'être heureux ».